Sehr geehrte Damen und Herren, einen recht schönen Nachmittag. Im Namen der Berlinale heiße ich Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Wettbewerbsfilmes Grâce à Dieu von François Ozon. An erster Stelle möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Rechts außen Eric Altmaier, Produzent, herzlich willkommen. Aurelia Fritti, Schauspielerin. Léville Poupeau, Schauspieler. François Ozon, Regisseur. Und wir freuen uns ganz besonders, François Ozon hier bei der Berlinale zu haben. Es ist das 5. Mal im Wettbewerb. Herzlich willkommen. Und dann Denis Ménochet, Schauspieler. Swan Arlo, Schauspieler. Und neben mir Nicolas Altmaier. Je vais faire un film sur des personnages masculins qui expriment leurs sentiments, leurs émotions. Souvent au cinéma, les hommes c'est l'action, les femmes c'est les émotions. Là j'avais envie d'inverser les choses. Donc je cherchais un sujet autour de ce thème et je suis tombé un jour par hasard sur internet, sur le site de La Parole Libérée, donc une association française que vous avez vu dans le film. Et j'ai été extrêmement touché par plusieurs témoignages, dont le témoignage d'Alexandre, qui est interprété par Melville, ce fervent catholique qui pendant 2 ans s'est battu au sein du diocèse de Lyon pour faire reconnaître son état de victime et faire en sorte que le prêtre, qui était toujours vivant, qui avait abusé, arrête d'être en contact avec les enfants. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec les membres de cette association, je les ai rencontrés, ils m'ont raconté leur histoire et j'ai décidé d'en faire un film, d'en faire une fiction basée sur des faits réels. Merci. On a déjà une question du D'un point de vue humain, il se trouve qu'il y a des procès en cours, mais je pense que le film n'aura aucune influence, parce que tout ce que je raconte dans le film du point de vue de l'affaire a déjà été publié dans la presse française. Il n'y a pas de découverte. Alors pour les étrangers, effectivement, vous apprenez des choses, mais en France, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout ce que dit Prénat, Barbarin, Régine Vert viennent de verbatim qui ont été publiés en France. Donc voilà, et puis mon vrai sujet, c'est la libération de la parole et les répercussions de la libération de la parole chez ces victimes dans leur entourage. Votre question, c'était quoi déjà? Je sais pas si j'ai répondu. Ah oui, après, non, je pense que les procès vont suivre leur cours et la justice française est suffisamment grande pour ne pas se sentir influencée par un film. Après, j'espère que le film va avoir un impact sur la société. Voilà, la pédophilie est un fléau et pour moi, il me semble que ce film est d'utilité publique puisqu'il y a eu des omertas très importantes dans plusieurs institutions, dont l'Église, ce qu'on montre dans le film, mais aussi dans d'autres institutions, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans l'éducation, et surtout dans la famille, parce qu'il faut savoir que 80% des cas de pédophilie, c'est d'abord dans la famille que ça se passe, et la famille peut être considérée comme une institution, puisque c'est un lieu de pouvoir. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'Alexandre a vraiment commencé son combat tout seul au départ, au sein de l'institution. À partir du moment où il a compris que l'institution ne bougerait pas, il a décidé de porter plainte, et à ce moment-là, il a cru que son travail était terminé. Il pensait en être débarrassé, et en fait, un commissaire de police, comme vous avez vu dans le film, a commencé une enquête et a découvert deux victimes. La seconde victime a créé avec les autres l'association La Parole Libérée, puis d'autres victimes sont arrivées. Donc en fait, je me suis rendu compte que dans la réalité, il y avait un passage de relais entre ces différents personnages. C'est vraiment ce qui s'est passé comme un effet domino. Et c'est vrai que ça a été l'enjeu de l'écriture de ce scénario, ce qui n'est pas habituel, parce que d'habitude, on n'a pas l'habitude de perdre un personnage au bout de 45 minutes. Mais là, ce qui était intéressant, c'était effectivement qu'il y ait ce passage de relais de l'un à l'autre. Alors, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, parce que je n'avais pas en tête d'autres films construits de cette manière. Mais voilà, c'était l'enjeu de mon film. Et pour moi, ce qui était très important, c'est que les personnages soient incarnés de manière très forte et qu'on croit tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai pris des bons acteurs, enfin, j'espère. Un enjeu particulier sur ce film-là. Votre première question, c'était sur... Oui, alors effectivement, on a des pressions par rapport à la sortie du film, mais comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est dans le film est déjà connu en France. Donc la plupart des gens qui nous attaquent en plus n'ont pas encore vu le film, donc c'est plus
les attaques de principe, je pense que c'est chose. Oui, je commence. Oui, merci. En fait, moi j'avais déjà travaillé avec François par 2 fois. J'attendais qu'il me rappelle pour retravailler avec lui parce que j'ai toujours aimé sa façon de travailler, sa rapidité et puis sa bienveillance envers les acteurs. En plus, là, j'ai senti qu'il était particulièrement inspiré et touché par son sujet. C'est vrai que c'est un film assez différent de ses films précédents, qui avait un côté sulfureux, alors que là, il y a une distance que j'ai tout de suite trouvé très juste. La structure du scénario aussi, comme disait Madame, m'a beaucoup... j'étais très admiratif de la façon dont il avait réussi à faire ce passage de relais sans être redondant dans l'expression du personnage. Enfin bref, donc moi tout de suite, j'ai été séduit par le projet. Ensuite, j'ai pas souhaité rencontrer la vraie personne que j'incarne, le vrai Alexandre, avant le tournage, parce que j'avais pas envie de l'imiter. J'avais pas envie de faire un biopic de cette personne, j'avais plutôt envie de créer un personnage, et je pense que Ozon, lui, avait fait déjà tout ce travail d'investigation et de rencontre, donc il maîtrisait très bien ses personnages, il les avait en tête, et tout ce que ces hommes disaient me semblait très très juste, mais ça était déjà très poignant dans l'écriture, donc voilà, j'ai pas eu de difficulté à me glisser dans la peau de ce personnage, à être en empathie et à lui prêter mes sentiments. Après, le tournage était fluide, rapide, comme toujours avec François, avec une émotion particulière. Je pense que tous les acteurs, je le dirais, puis même au sein de l'équipe, pour certaines séquences, il y avait une émotion très très forte, et je n'ai même senti François des fois lui-même ému, parce que c'est un sujet qui nous touchait, qui nous touche tous évidemment. Et donc voilà, je dirais pas que c'était agréable à jouer, parce que ça remuait des choses très profondes, mais c'était, on avait aussi l'impression d'être un peu... d'avoir une certaine mission et un respect pour cette histoire-là. Eh bien, moi, j'avais travaillé qu'une seule fois avec... et du coup, quand j'ai lu le scénario, j'étais très épaté par voilà, c'est brillant, en fait, de faire ça. C'était pas lu encore à l'époque. C'était une époque où je me posais la question de pourquoi on fait ce métier d'acteur, et j'avais lu un écrit sur la tragédie grecque qui disait qu'on avait besoin de la tragédie pour aller voir les acteurs souffrir et être en colère à la place, pour pouvoir prendre un certain recul et une objectivité sur notre propre vie. Et de voir que François Ozon voulait traiter un sujet comme celui-là, ça m'a vraiment conforté dans le fait que c'était le bon métier que j'avais choisi. Alors moi j'avais jamais travaillé avec François Ozon et j'étais assez flatté qu'il veuille me rencontrer. Après, quand il m'a dit qu'il faisait un film sur la pédophilie, je me suis d'abord un peu inquiété avant de lire le scénario, et il m'a raconté cette histoire, voilà, donc d'une avancée de 3 personnages, et quand il m'a raconté, j'ai compris qu'en fait il me proposait le 3e, puisque c'était celui qui était en charge le plus de la souffrance, que j'ai fini par comprendre qu'apparemment je portais ça. Donc par rapport à cette fragilité apparente dont on parle souvent, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller chercher le personnage à l'inverse. Enfin, ça c'est au travers de discussions qu'on a eues avec François, un peu comme si de rien n'était, mais à un moment il était question qu'il ait une moto, et puis du coup la moto, le blouson en cuir, et puis la moustache, et en fait tout ça sont devenus des éléments comme ça d'une virilité apparente, ou en tout cas des attributs de masculinité. Et j'ai trouvé ça intéressant de prendre en charge cette blessure invisible, en fait, cette virilité blessée, à l'inverse, en jouant un mec, voilà, et en disant que finalement, si ma fragilité était si apparente que ça se verrait quand même, malgré le blouson en cuir. Et voilà, et puis simplement, j'ai regardé pas mal de reportages, de choses comme ça, puis je me suis assez vite arrêté parce qu'en fait c'est insoutenable. Et en effet, comme disaient mes camarades, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver de l'émotion à jouer des choses pareilles. Donc il y avait un très beau scénario, il suffit de dire les mots, et puis les mots ont un chemin qui nous mène directement aux émotions.
Oui, je suis bien contente de pouvoir représenter les femmes dans le film, qui, même si elles sont moins visibles, sont bien importantes, car c'est évidemment un soutien moral, physique, à l'éducation des enfants, etc. Je ne pense pas que ces femmes soient ces hommes par hasard, et qu'effectivement, le personnage que j'incarne a été elle-même traversé par cette même histoire. Et voilà, c'est un film nécessaire. On voit que quand on fait des présentations des films, ça fait sauter des verrous chez les spectateurs qui, dans cette coup, ont envie de parler de leur parcours. Et ça leur permet de raconter leur histoire, et ça, c'est important. Vielen Dank. Je vais rallonger encore beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais une matière très importante, mais mon parti pris, ça serait vraiment d'être du côté des victimes. Après, que l'histoire soit encadrée par les faits, c'était pas mon sujet. Enfin, voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les victimes et les répercussions de la libération de la parole dans l'entourage des victimes. C'est ça le vrai sujet. Après, c'est vrai que ça pourrait faire un autre film, mais c'est pas ça qui m'a intéressé ici, même si je montre voilà cette omerta qui a duré pendant plusieurs années au sein du diocèse de Lyon. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était de partir d'un fait divers particulier pour aller vers quelque chose de plus universel. Parce qu'au fond, je parle d'une institution qui pourrait être, en Espagne, qui pourrait être en Argentine, dans plein de pays catholiques, parce qu'on se rend compte que les histoires sont toujours les mêmes, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc voilà, et ça pourrait faire un second film tout à fait. Là, j'ai fait un travail journalistique en fait, en les interrogeant. J'ai interrogé les parents, les enfants. Ils sont extrêmement confiés, ils m'ont dit beaucoup de choses très intimes. Et très vite, j'ai senti que voilà, ils me faisaient confiance parce que je faisais un film de fiction. Parce qu'il y a un moment, il a eu l'idée de faire un film documentaire, mais je me suis très vite rendu compte que ce qu'ils m'avaient dit de manière très intime, ils n'avaient pas envie de le répéter devant une caméra, parce que les victimes ont déjà beaucoup témoigné, déjà répondu à beaucoup d'interviews, de documentaires en France, ou même de livres, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits, et donc ils étaient contents que la fiction prenne le relais. Donc moi j'ai suivi vraiment leur histoire, mais c'est vrai que j'ai pris quelques libertés par rapport à des choses qu'ils m'avaient dites qui étaient bien plus graves que ce qu'on voit dans le film, où ils m'ont demandé de protéger leur entourage. Non, le mouvement MeToo est apparu après ce qui s'est passé à Lyon avec le mouvement de la parole libérée. Après, vous posez la bonne question, voilà, c'est la difficulté pour les victimes de parler. Je me suis rendu compte en rencontrant beaucoup de gens qui ne sont pas capables de parler avant d'être souvent installés dans leur vie, professionnellement, affectivement. Voilà, et le personnage d'Alexandre, il est capable de parler que quand il a 40 ans. Quand il a une famille, quand il a des enfants, souvent les gens sont capables de parler quand ils voient leur enfant atteindre l'âge auquel ils ont été abusés. Et donc c'est très compliqué de parler parce que forcément ça libère, mais il y a aussi beaucoup de répercussions négatives. Il y a des effets boomerang compliqués, c'est ce que je montre dans le film, dans les familles, les parents, la culpabilité, les enfants. C'est très lourd aussi pour les enfants à porter. Donc c'est toutes ces choses complexes que j'avais envie de traiter dans ce film. Et le film aborde aussi le cas de la prescription. Voilà, en France, jusqu'en août 2018, on avait 20 ans après nos 18 ans pour pouvoir témoigner. C'est-à-dire qu'à partir après 38 ans, on ne pouvait plus témoigner. Et heureusement, la loi a changé. Le film se termine par ça en août 2018. La prescription est passée à 30 ans. Et on espère que la prescription va encore gagner des années. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de parler. Et on se rend compte que les gens ne peuvent parler qu'à 50 ans, 60 ans. Et la justice, à ce moment-là, ne peut plus rien faire.